Voilà, monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de ce journal au sommaire. Le ministre de la Jeunesse en visite guidée à la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté de Tivaouane. Elle va jouer un rôle majeur dans l'encadrement et l'orientation des jeunes dans leur parcours professionnel. Au football, tournoi UFOA chez les filles, le Sénégal a battu hier la Guinée 1-0. Au stade Lat Dior de Thiès, les Lions valident ainsi leur qualification au second tour de ce tournoi UFOA. Le Festival international de graffiti, 14e édition, le Sénégal a peint le mur le plus long du monde et détrône ainsi Dubaï. Il part de l'avenue Maliksi à Colobane. Bienvenue. La Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté de la ville sainte de Tivaouane a reçu la visite du ministre de la Jeunesse. Elle est venue s'enquérir de l'infrastructure qui a été réalisée pour le parcours socio-professionnel des jeunes du département de Tivaouane. Cérémonie visite guidée avec Anaïs Nyanyamane. La Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté a accueilli le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Occasion pour l'autorité de faire l'état des lieux de ce programme qui concerne l'ensemble des départements du Sénégal. Nous avons constaté que cette maison de Tivaouane, elle est prête dans les documents et que nous pourrons procéder à son inauguration. Nous allons formuler quelques réorientations pour pouvoir mieux prendre en charge les préoccupations de cette jeunesse. La Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, un bijou qui donne espoir à la jeune génération. À vous, la jeunesse de Tivaouane, c'est votre bijou à vous. Moi, je vous recommanderais d'en prendre soin et d'en faire un bon usage. Et sachez que cette jeunesse-là, vous êtes au cœur des priorités de ce gouvernement. Tout se fera avec vous, pour vous, et ça permettra de servir d'un dénominateur commun pour les 3 segments combinés, jeunesse, sport et culture. J'ai pu aussi me rendre compte que le digital est au cœur aussi du contenu de cette maison de la jeunesse. J'ai pu aussi constater qu'il y avait, en tant soit peu, des installations sportives qui pourront profiter à la population scolaire. Face à l'interpellation des responsables de la commune sur les arriérés de salaire des jeunes mis à disposition de cette structure, le ministre rassure. Sachez que, moi, dès ma prise de service, nous avons pris connaissance de ce dossier-là. La situation, l'état des lieux est en train d'être fait et nous rendrons compte aux autorités de la façon la plus fidèle pour pouvoir prendre des orientations et de pouvoir servir cette jeunesse-là. Mais rassurez-vous, la démocratisation de l'accès à la formation, à l'insertion socio-professionnelle sera au rendez-vous. Composée de différentes unités, cette maison de la jeunesse et de la citoyenneté va permettre aux jeunes du département de Tivaouane de s'épanouir et d'exprimer leurs talents. Quelle doit être la place de la génomique dans la surveillance et la lutte contre les maladies infectieuses? Le paludisme, par exemple, le SIGAS lance la réflexion. Il s'agit de mieux faire comprendre le rôle de cette science pour une lutte efficace donc, contre ce fléau qu'est le paludisme en Afrique. Ibrahim Andang. Animal poids plume à la piqûre mortelle, l'anophèle femelle ou l'agent causal du paludisme. Les statistiques à l'échelle mondiale renseignent sur le nombre de cas enregistrés chaque année, dont plus de 90% concerne le continent africain. Fort de ce constat, des efforts ne manquent pas. La génomique en est une parfaite illustration. Et c'est d'ailleurs tout le sens de cette conférence organisée par le SIGAS. Depuis une vingtaine d'années, dans le cadre du palu et d'autres maladies infectieuses, toutes les interventions qui sont menées au Sénégal reposent sur des évidences scientifiques. Avant que le programme, en tout cas avant que le ministère ne mette en place une stratégie, ce ministère prend la précaution de venir nous demander notre avis par rapport à la pertinence, par rapport à la faisabilité, par rapport aux résultats probablement attendus du pays. Donc, comme nous sommes au début et à la fin du processus, il demeure important que le monde comprenne qu'aujourd'hui, si le Sénégal obtient d'excellents résultats dans le cadre de la santé, dans le cadre du diagnostic, dans le cadre du traitement, surtout lié aux maladies endémiques, par rapport à la VIH, tuberculose et aujourd'hui par rapport au palu,
c'est parce que les scientifiques et les décideurs, en tout cas le ministère, travaillent en étroite collaboration. Place de la génomique dans la surveillance et la lutte contre les maladies infectieuses, le cas du paludisme est le thème développé. Devant l'assistance, la conférencière se met dans la peau d'un pédagogue. La génomique, c'est la science des génomes. Donc, c'est une science qui étudie les séquences d'ADN des êtres vivants. Donc, un génome, c'est l'ensemble des informations génétiques qui sont contenues dans la cellule. Et si on prend l'exemple de la cellule humaine, donc son génome se compose des informations qui sont portées par les 23 paires de chromosomes du noyau, mais également de l'ADN qui se trouve dans les mitochondries. Dans la lutte contre le paludisme, le Sénégal est cité en exemple, en atteste les résultats dans ce domaine. Le SIGAS a joué un rôle important, de même que les institutions de recherche dans le cadre de la lutte contre le paludisme au niveau du Sénégal. Toutes les interventions à efficacité prouvée, recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, au niveau du Sénégal, ont été testées, expérimentées d'abord par les chercheurs avant la mise en œuvre effective au niveau du pays. La génomique, une discipline atypique qui mérite d'être mieux vulgarisée. C'est une discipline de très haut niveau, nouvelle. On ne peut pas faire de vaccin aujourd'hui. On ne peut pas faire un outil de diagnostic ou un bon traitement sans recourir à la génomique. Et c'est pourquoi il fallait partager cela, surtout qu'au niveau des SIGAS, ici, nous avons toute cette plateforme de la génomique et de la biologie moléculaire. Donc tout ce que les Sénégalais font dans le cadre de la santé publique, basé sur l'évidence scientifique, est fait au Sénégal. En tout cas, nous concernant, avec le programme Palu et d'autres programmes, c'est fait ici dans cette structure-là. Et nous l'ouvrons également aux autres Sénégalais. Nous n'avons plus rien à envier aux Américains, aux Occidentaux, aux Chinois. Leur plateforme se trouve aujourd'hui au SIGAS. Cette conférence sur la génomique a enregistré une forte présence d'étudiants et d'autres experts. Un rendez-vous que les responsables du SIGAS souhaitent pérenniser. Forum de l'eau en Indonésie, le prix mondial Hassan II de l'eau a été décerné à la FAO. L'institution a remporté cette distinction devant des dizaines de candidatures à cause de la qualité et surtout grâce à sa qualité et ses innovations en matière d'investissement dans le secteur de l'eau. Un prix qui rend hommage à Sa Majesté le roi Hassan II pour ses implications dans l'accessibilité de la ressource dans le royaume chérifien. Lamine Touré, envoyé spécial. La FAO succède à l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. L'Organisme des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation a remporté le prix mondial Hassan II de l'eau. Cette 8e édition consacre un investissement continu de cette institution onusienne en faveur du développement durable. Lors de cette 8e édition, le prix a été organisé sous le thème de la sécurisation des ressources en eau pour une prospérité partagée et pour une souveraineté alimentaire. Et justement, le jury du prix a reçu 84 candidatures qui sont toutes des candidatures bonnes, mais une est particulièrement distinguée, c'est la candidature de la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui justement travaille sur ce volet de nexus eau et sécurité alimentaire. Et bien évidemment, il y a beaucoup de projets que cette organisation a réussi. Le prix mondial Hassan II de l'eau est une initiative du royaume chérifien. Il est institué dans le but d'encourager des programmes allant dans ce sens. Il est aussi un hommage rendu à Hassan II pour son implication personnelle dans la gestion de la ressource au Maroc dans les années 60. On sait que Sa Majesté avait lancé depuis les années 60 la politique des barrages. Et justement, c'est cette politique qui a permis de sécuriser l'alimentation en eau potable et aussi l'irrigation des terres agricoles depuis les années 60. Et donc, le Conseil mondial de l'eau et le Royaume du Maroc ont créé ce prix justement en reconnaissance de la mémoire de Feu Sa Majesté Hassan II. Le prix mondial Hassan II de l'eau est passé à $500 000, une manière d'encourager les organisations internationales et les États à davantage investir dans le secteur de l'eau.
L'Iran a rendu hier un dernier hommage à son président Ebrahim Raïssi et c'est cet autre compagnon décédé dans un crash d'hélicoptère. La cérémonie s'est déroulée à l'université Téhéran devant une foule immense. Il y avait le chef politique du Hamas et des responsables du Hezbollah, ainsi qu'Ali Khamenei. Mahmoud Sakine. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a dirigé la prière funéraire. Au premier rang, il y avait les membres du gouvernement, les autorités militaires et les gardiens de la révolution. D'autres personnalités comme le chef politique du Hamas, des responsables du Hezbollah, étaient aussi présents. Les cercueils du président Ebrahim Raïssi et les autres victimes de l'accident d'hélicoptère étaient recouverts de drapeaux iraniens. Des milliers de personnes se sont rassemblées autour de l'université de Téhéran pour assister à la cérémonie. Accompagnés par une foule immense, les corps sont ensuite transportés vers la place Azadi, l'une des plus grandes de la ville. Le président Ebrahim Raïssi sera inhumé demain jeudi dans sa ville natale de Mashhad, dans le nord-est du pays. Son successeur, Mohamed Mohber, président par intérim, a pour mission de préparer la tenue de l'élection présidentielle prévue le 28 juin prochain. Il était jusque-là le vice-président de la République islamique d'Iran. Âgé de 68 ans, Mohamed Mohber est issu d'une famille de clercs. Il est considéré comme un proche du guide suprême, Ali Khamenei. Il a été à la tête du CETAD, un fonds d'investissement iranien responsable de la gestion des biens détenus par le guide suprême. Voilà donc le guide suprême Ali Khamenei ainsi que donc, tout le peuple qui ont rendu hommage à Ebrahim Raïssi, ses compagnons qui sont décédés dans un crash d'avion la semaine passée. Sport football, tournoi UFOA chez les filles. Le Sénégal a battu hier la Guinée-Bissau en but à 0 au stade La Dior de Thiès. Les Lioncelles, avec cette deuxième victoire, valident ainsi leur qualification. Les temps forts avec Fatoumata Savané. Deuxième sortie, deuxième victoire. Après les Gambiennes, ce sont les Bissau-Guinéennes qui passent à la trappe. Les Lioncelles se sont imposées sur la plus petite des marques, un but à 0 qui leur ouvre les portes de la qualification au second tour de leur tournoi. L'unique but de la rencontre a été marqué par Rokeyatou Kandé à la 15e minute. À Thiès, les supporters ont répondu présents pour galvaniser les Sénégalaises. Un match qu'elles ont certes dominé, mais en fin de partie, avec un sursaut d'orgueil de l'adversaire, les Bissau-Guinéennes ont réussi à imposer une bataille athlétique au milieu du terrain. Les Sénégalaises ont eu du mal à les contenir à un moment donné de la rencontre, mais les filles d'Ambayang Cham ont tenu bon et ont remporté la partie. Heureusement pour nous, on a su concrétiser une occasion et on est parti au vestiaire avec un but d'avance. Et en deuxième période, on est revenu, on a campé le jeu dans l'équipe bissau-guinéenne encore. Maintenant, il n'y avait pas de réussite et malheureusement aussi pour nous, on aurait pu scorer, marquer beaucoup de buts. Mais aussi, il y avait une équipe guinéenne présente et qui nous a aussi posé pas mal de problèmes. Toutes les équipes sont en train d'évoluer et c'est ça le charme de la compétition. Et nous allons nous préparer davantage pour garder ce statut de favori et Inch'Allah aller jusqu'au bout. Le Sénégal a mieux joué et nous avons essayé de revenir, mais on n'a pas su concrétiser nos occasions. Maintenant, on va sortir le grand jeu pour battre la Gambie et rester dans le tournoi. Ce vendredi, les Lioncelles feront face aux Aigles cadettes du Mali pour leur troisième match de groupe. L'objectif pour le Sénégal, conserver son titre pour cette deuxième édition du tournoi UFOA. Voilà, donc après ce match, nous écoutons les réactions de quelques joueuses à l'issue de cette victoire des Lioncelles du Sénégal. Pour ce tournoi, on est déterminé à bien jouer pour le remporter. Et nous ne lâcherons rien. Avec mes coéquipières, on veut conserver notre titre.
Le Sénégal a été plus fort aujourd'hui. Ils ont bien joué et maintenant, on va tenter de nous en sortir dans notre prochain match face à la Gambie pour rester dans la compétition. Merci beaucoup, Fatmata Savané, pour ces réactions. Et dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans cette édition. Nous allons parler de la campagne agricole qui bat son plein dans la région de Kaolack, donc avec les préparatifs. Les producteurs sont déjà prêts. Ils attendent la matérialisation des différentes mesures qui sont prises par le gouvernement, notamment pour une bonne campagne agricole 2024. C'est avec Claire Diop. C'est des mesures phares qui sont prises par les nouvelles autorités dans le seul but d'accompagner les producteurs pour booster les rendements. À Kaolack, les acteurs sont en plein préparatif de la campagne agricole. Sur le terrain, les champs sont débroussaillés, nettoyés en attendant les premières semis et gouttes de pluie. Conscient du pilier fondamental que représente l'agriculture dans l'économie nationale, l'État du Sénégal a déboursé 120 milliards comme subvention, un appui de taille qui rassure les acteurs. C'est une réponse donc aux doléances des producteurs, parce qu'effectivement, c'est une doléance qui a été souvent renouvelée par les agriculteurs, comme quoi qu'ils voudraient que l'État donc renforce son appui en termes de fertilisants. Et cette année, donc, une bonne partie de la subvention donc, est destinée à renforcer donc, les fertilisants minéraux. Ainsi, le quota national connaît une hausse conséquente. Le prix des semences et engrais réduit, la part des femmes spécifiées en termes d'engrais et de semences subventionnées. Des stratégies sont en prise pour augmenter sensiblement la production agricole, aussi les rendements. La première étape est assurée, donc c'est-à-dire une hausse des quotas d'engrais, mais aussi une baisse du prix de l'engrais. Les fertilisants contribuent en premier lieu à cette amélioration donc, de la productivité agricole. Dès lors que les sols sont pauvres, parfois la salinisation est une réalité. Kaolack donc va travailler donc, pour améliorer donc, les rendements et pour aussi augmenter la production agricole. Maintenant, fort heureusement, les prévisions saisonnières pour cet hivernage sont favorables. Du côté des bénéficiaires, on apprécie positivement ces innovations. C'est le cas des membres de la coopérative agricole de Keur-Socé à quelques kilomètres de Kaolack. La structure compte 80 organisations de producteurs, soit 3600 membres. Mise en place depuis 2006, cette année, il est prévu d'emblaver 3400 hectares pour différentes spéculations. Riz, mil, maïs, arachide. On a une coopérative qui accompagne les producteurs, surtout sur la prestation des services. Comment on va faire que les producteurs avoir leur propre intrant, avoir les matériels agricoles à bas prix surtout. Un ménage, 1 hectare de riz pour lutter contre la pauvreté. Le projet est en phase expérimentation. Sa réussite devrait avoir un impact majeur sur le quotidien des populations. Pourquoi pas? Comme on a fait comme le produit du maïs, on va le faire comme le riz. Donc, on va tenir compte que dès maintenant, je l'ai proposé même mes producteurs, pourquoi pas on ne va pas faire un ménage, 1 hectare de riz. C'est une bonne initiative que tout le monde doit contribuer de ce fait pour lutter contre la pauvreté. Autre aspect majeur, la disponibilité du matériel agricole lourd comme léger. La demande est là. Les producteurs ont fait une demande renouvelée pour être appuyés en petit matériel agricole, mais aussi pour être appuyés en engrais. L'appui en engrais, vraiment, il y a eu une réponse très favorable. Maintenant, on attend de recevoir quand même, et certainement les autorités du travail, de recevoir donc un appui conséquent pour améliorer l'équipement agricole.
Kaolack compte jouer sa partition dans l'intensification agricole car dispose de réels potentiels. En 2023, les surfaces cultivées pour l'arachide et les céréales étaient de 393 000 hectares. L'amélioration de la productivité agricole est mise en exergue pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Voilà, c'était le point sur les préparatifs de la campagne agricole à Kaolack. Les menuisiers de la région de Tambacounda peinent à accéder à la commande publique. Sur les 15% attribués donc aux artisans locaux, une infime partie leur est consacrée. La cause, c'est le défaut de compétences requises pour satisfaire toute cette demande. On en parle avec Tchorodia. On dirait des meubles importés. Pourtant, ce sont des réalisations made in Tambacounda. Cette table et ces meubles de coin sont l'œuvre des premiers menuisiers, bénéficiaires d'une session de renforcement de capacité au nouveau centre d'incubation en menuiserie bois à Tambacounda. Bon, ils ont été formés sur une matière que l'on appelle le cône plaque mélaminé. Et pourquoi cette option? C'est parce qu'en fait, actuellement, on voit que de fur et à mesure que nous allons, il y a le bois local qui se raréfie actuellement. Et pour avoir une alternative par rapport au bois local, on a décidé de leur former en mélaminé. Et pour avoir la production énorme que l'on veut, il nous faut une matière disponible et qui ne se transforme pas pratiquement en ce qu'on dit souvent, que le bois est un peu gondolé, le bois s'écarte, des trucs comme ça. Donc là, quelle que soit la situation, d'ici 20 à 30 ans, on n'aura pas de déformation. Ce projet qu'on appelle le PNP, qui va même sélectionner parmi eux un ou deux au plus qu'il va subventionner en matériel, les former en éducation financière pour mieux utiliser leur entrée et sortie financière, mais aussi les formaliser pour qu'ils puissent compétir aux marchés nationaux. Ça, ce sont des services adéquats à leurs demandes en fait. Ce centre, financé par l'État du Sénégal, a été bien équipé. Ici, des matériels de dernière génération ont été installés. Des raboteuses, des toupies, des mortaises et des machines circulaires, entre autres. Cette gamme d'outils peut permettre de tout faire en termes de menuiserie. Il y a donc des machines de toutes sortes, de grands modèles comme de petits modèles. Mais également, l'autre motif de satisfaction, c'est que l'ensemble des récipiendaires pratiquement ont maîtrisé les matières qui leur étaient administrées. C'est un marché national et c'est compétitif. Chacun a le droit d'y compétir. Mais quand tu n'es pas formalisé, tu ne peux pas en bénéficier. C'est ça aussi le blocage que nous avions auparavant. Les artisans ont peur de se formaliser. Un artisan doit avoir le LINEA, doit avoir le registre de commerce et doit avoir un quitus fiscal. Et pour avoir le quitus, il faudra payer ses impôts annuellement. Et nous, c'est ce que nous avons peur. Souvent, je disais ça à l'inspecteur des impôts et domaines. Je lui dis qu'il faudrait que vous communiquiez avec les artisans parce qu'eux, ils ont peur des impôts et domaines. Quand on parle de bois dans la région de Tambacounda, on peut considérer qu'il fait partie des ressources naturelles les plus importantes. Et énormément de jeunes évoluent dans la transformation du bois. Et pendant longtemps, la formation en menuiserie a été traitée en parent pauvre. De l'avis même des menuisiers, beaucoup de centres de formation ouverts à Tamba n'ont jamais pris en considération cette dimension-là. Aujourd'hui donc, c'est une erreur qui est en train d'être corrigée. Ce centre d'incubation en menuiserie bois est implanté en plein centre-ville à Tambacounda. Il a pour vocation la formation initiale et continue des jeunes, mais également le renforcement des capacités des professionnels. C'est le mur de graffiti le plus long au monde. Il part de l'avenue Malexi à Colobane. C'est une fresque murale qui est l'œuvre de plusieurs graffeurs venus du Sénégal. Et d'ailleurs, avec ce mur, le Sénégal détrône ainsi la ville de Dubaï. Détrône ainsi Dubaï. C'est donc à l'occasion du Festival international de graffiti, 14e édition. Notre reporter Habib Mbaye a suivi ces artistes sur l'autoroute. À vive allure, sur l'autoroute, les images vous parlent, à l'image de ce qui se passe dans le monde. Le graffiti est aujourd'hui un art qu'on trouve partout dans les plus grandes capitales du monde. Que ce soit à Paris, à Tokyo, à New York, vous verrez
vous verrez qu'il y a des graffitis sur les murs. Et voilà, nous, en tant qu'artistes, on fait ces choses depuis des années. Nous en sommes à la 14e édition. Et la particularité de cette édition, c'est le mur, exactement, qui doit faire 2 km, partant de Malixi jusqu'à Colobane. Le défi est grand, détrôner Dubaï, qui détient jusque-là le mur de graffiti le plus long au monde. Le Sénégal y est presque, avec ses fresques sur 2 km. Mais ce mur que vous voyez doit être dans un moment le mur le plus long du monde qu'on veut réaliser ici au Sénégal, à Dakar. Il y a quelques années en arrière, c'est Dubaï qui détenait le record, qui était à 1,6 km. Voilà, c'est ça l'objectif. Nous voulons faire le mur le plus long de graffiti au Sénégal, à Dakar, dans le cadre du Festigraph. De l'avenue Malixi à Colobane, la fresque murale dévoile des thèmes aussi divers et variés, comme le vivre ensemble, l'enfance, la laïcité que le graffeur Balayara représente dans une calebasse qui flotte sur le lac Rose. Je voulais juste montrer le partage qu'on a ici au Sénégal. Parce qu'il y a des chrétiens ici à côté, mais à côté aussi il y a des musulmans. Donc je voulais juste montrer ça, c'est pourquoi j'ai mis une grande calebasse. Et la calebasse est sous l'eau, si vous voyez. Il y a le lac Rose aussi, parce que je voulais aussi dénoncer un peu. Le lac Rose a commencé à perdre beaucoup de choses, quoi. J'ai montré la mosquée, j'ai montré aussi l'église aussi à côté, juste pour montrer qu'on vit ensemble. Ensemble, nous pouvons changer les données, quoi. Qu'on est chrétien, qu'on est musulman, on est tous ensemble, quoi. On est tous des descendants d'Adam et Ève. Descendants d'Adam et d'Ève, ces graffeurs venant de partout à travers le monde, dans le cadre du 14e Festival international de graffiti en Afrique, pour symboliser, à travers leurs pinceaux, sur ce mur dakarois dénommé Ndaktaru, tout leur art. Au festival, pour faire aussi tous les murs plus longs du monde, et comme si aussi manger un petit peu la culture du Sénégal, et seulement, pas faire seulement des amis, faire aussi des familles ici, avec du Sénégal, et comme ça faire un petit support pour les murs plus longs du monde. Le mur de graffiti le plus long au monde qui se dévoile et qui ne passe pas inaperçu pour les automobilistes, même en toute vitesse. Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour le Wolof. yoonal njiitu réew mi son excellence Bassirou Diomaye Faye di tijji talaata ji waxtaan wu yaatu ci wàllu yoon justice gu moom boppam. waxtaanee yoon ngir yoonal loolu li ñu koy may mooy toog ak ñëpp